moi le poignard qui délivre des chaînes corporelles. Si tu refuses, nous nous aimerons dans la mort. Et il ajouta d'un ton profond, qui résonna dans l'atelier comme une voix de l'abîme, ce serait plus beau encore, peut-être. Non, s'écria le peintre, vous vivrez, Botticellina sera tienne, comme elle fut mienne. Je me déchirerai la chair par lambeaux, je m'arracherai le cœur de la poitrine, je briserai contre les murs mon crâne, mais mon ami sera heureux, je puis souffrir. La souffrance est une volupté aussi. Et la plus puissante, la plus amère, la plus farouche de toutes les voluptés, s'extasia John Giotto Farfadetti. J'envie ton sort, va. Quant à moi, je crois bien que je mourrai ou de la joie de mon amour ou de la douleur de mon ami. L'heure est venue. Adieu. Il se dressa tel un archange. À ce moment, la draperie s'agita, s'ouvrit et se referma sur une illuminante apparition. C'était Botticellina drapée dans une robe flottante couleur de lune. Ses cheveux épars brillaient tout autour d'elle comme des gerbes de feu. Elle tenait à la main une clé d'or. Et l'extase était sur ses lèvres, et le ciel de la nuit dans ses yeux. John Giotto se précipita et disparut derrière la draperie. Alors Frédéric Ossian Pendleton se recoucha sur la triple rangée de coussins, couleur de fucus au fond de la mer, et tandis qu'il s'enfonçait les ongles dans la chair, que le sang ruisselait de lui comme d'une fontaine, les algues d'or frémirent doucement, à peine visibles, sur le mur qui peu à peu s'enduisait de ténèbres. Et la palette en forme de harpe et le chevalet en forme de lyre résonnèrent longtemps en chants nuptiaux. Kimberly se tut quelques instants. Puis, durant que l'émotion autour de la table étranglait les gorges et serrait les cœurs, « Voici pourquoi, acheva-t-il, j'ai trempé la pointe de mon couteau d'or dans des confitures que préparèrent les vierges Canaques en l'honneur de fiançailles telles que notre siècle, ignorant de la beauté, n'en connut jamais de si magnifiques. » Le dîner était terminé. On se leva de table dans un silence religieux, mais tout plein de frémissements. Au salon, Kimberly fut très entourée, très félicitée. Tous les regards des femmes convergeaient, rayonnaient vers sa face peinte et lui faisaient comme un halo d'extase. « Oh, je voudrais tellement avoir mon portrait par Frédéric Ossian Pendleton !» s'écria fervement madame de Rambure. « Je donnerais tout pour un tel bonheur. » « Hélas, madame, répondit Kimberley, depuis cet événement douloureux et sublime que j'ai compté, il est arrivé que Frédéric Ossian Pendleton ne veut plus, si charmant qu'il soit, peindre des visages humains. Il ne peint que des âmes. »« Comme il a raison. J'aimerais tellement être peinte en âme. »« De quel sexe ?» demanda sur un ton légèrement sarcastique Maurice Fernancourt, visiblement jaloux du succès de Kimberly. Celui-ci dit simplement « Les âmes n'ont pas de sexe, mon cher Maurice. Elles ont du poil aux pattes. » chuchota Victor Charigot très bas, de façon à n'être entendu que du romancier psychologue à qui il offrait en ce moment un cigare. Et l'entraînant dans le fumoir, « Ah, mon vieux, souffla-t-il, je voudrais pouvoir crier des ordures à plein poumon devant tous ces gens-là. J'en ai assez de leurs âmes, de leurs amours verts et pervers, de leurs confitures magiques. Oui, oui, dire des grossièretés, se barbouiller de bonne boue bien fétide et bien noire pendant un quart d'heure. Ah, comme ce serait exquis et reposant. Et comme cela me soulagerait de tous ces lys nauséeux qu'ils m'ont mis dans le cœur. Et toi ? Mais la secousse avait été trop forte, et l'impression restait du récit de Kimberly. On ne pouvait plus s'intéresser aux choses vulgaires, terrestres, aux discussions mondaines, esthétiques, passionnelles. Le vicomte Lahiret lui-même, clubman, sportman, joueur et tricheur, sentait qu'il lui poussait partout des ailes. Chacun avait besoin de recueillement, de solitude, de prolonger le rêve, de le réaliser. En dépit des efforts de Kimberley, qui allait de l'une à l'autre, demandant « Avez-vous bu du lait de Marthe Zibline ?»« Ah, buvez du lait de Marthe Zibline, c'est tellement ravissant !» La conversation ne put être reprise.
si bien que l'un après l'autre, les invités s'excusèrent, s'esquivèrent. À 11 heures, tout le monde était parti. Quand ils se retrouvèrent en face l'un de l'autre, seuls, monsieur et madame se regardèrent longtemps, fixement, hostilement, avant d'échanger leurs impressions. Pour un joli ratage, tu sais, c'est un joli ratage, exprima monsieur. C'est de ta faute, reprocha aigrement madame. Ah, elle est bonne celle-là. Oui, de ta faute. Tu ne t'es occupé de rien. Tu n'as fait que rouler de sales boulettes de pain entre tes gros doigts. On ne pouvait pas te dire une parole. Ce que tu étais ridicule. C'est honteux. Eh bien, je te conseille de parler, riposta monsieur. Et ta toilette verte, et tes sourires, et tes gaffes avec Sartori. C'est moi, peut-être? Moi aussi, sans doute, qui raconte la douleur de Pingleton. Moi qui mange des confitures Canaque, moi qui peins des âmes, moi qui suis pédéraste et liliale. Tu n'es même pas capable de l'être, cria madame au comble de l'exaspération. Ils s'injurièrent longtemps. Et madame, après avoir rangé l'argenterie et les bouteilles entamées dans le buffet, prit le parti de se retirer en sa chambre où elle s'enferma. Monsieur continua de rôder à travers l'hôtel dans un état d'agitation extrême. Tout d'un coup, m'ayant aperçu dans la salle à manger, où je remettais un peu d'ordre, il vint à moi et, me prenant par la taille, « Célestine, me dit-il, veux-tu être bien gentille avec moi? Veux-tu me faire un grand, grand plaisir? » Oui, monsieur. Eh bien, mon enfant, crie-moi en pleine figure 10 fois, 20 fois, 100 fois, merde! Oh, monsieur, quelle drôle d'idée! Je n'oserais jamais! Ose, Célestine, ose! Je t'en supplie! Et quand j'eus fait au milieu de nos rires ce qu'il me demandait, ah, Célestine, tu ne sais pas le bien, tu ne sais pas la joie immense que tu me procures. Et puis voir une femme qui ne soit pas une âme, toucher une femme qui ne soit pas un lys, embrasse-moi. Si je m'attendais à celle-là, par exemple. Mais le lendemain, lorsqu'ils lurent dans le Figaro un article où l'on célébrait pompeusement leur dîner, leur élégance, leur goût, leur esprit, leurs relations, ils oublièrent tout et ne parlèrent plus que de leur grand succès. Et leurs âmes appareilla vers de plus illustres conquêtes et de plus somptueux snobisme. « Quelle femme charmante que la comtesse Fergus !» dit madame au déjeuner en finissant les restes.